Bonjour à tous, salut Alexandre. Bonjour à toutes et tous, salut Florian. Ravi d'être avec vous pour ce débrief aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. A priori, si nombreux, vous allez continuer à vous connecter, donc n'hésitez pas, hein, comme à chaque fois, dire d'où vous parlez. Est-ce que vous êtes du côté startup? Est-ce que vous êtes du côté grand groupe? Est-ce que vous êtes du côté conseil, tech ou autre? Et puis, l'objectif aujourd'hui, ça va être de débrief ensemble avec Alexandre de l'événement InsurTech Insight qui se tenait la semaine dernière. Donc, c'est encore tout chaud et tout frais dans nos esprits. On a évidemment préparé des choses, mais s'il y a des thèmes ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde plus spécifiquement, n'hésitez pas à le dire. Et puis, l'idée, c'est aussi d'avoir une session un peu interactive, hein, donc on prendra les questions au fil de l'eau. On les voit dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Et peut-être pour commencer sur les sujets, on avait, je vais les noter en vrac par rapport à ce qu'on s'était dit dans la préparation. Je pense évidemment au thème de l'IA dans l'assurance, parce que c'était la keynote d'ouverture avec Lemonade. Je sais qu'il y a quelqu'un de l'équipe Lemonade qui nous écoute dans le chat, donc on essaiera d'être fidèle à ce que Daniel disait sur scène la semaine dernière. Il y avait aussi beaucoup de startups qui mettaient en avant ce terme d'IA sur leur stand ou dans les discussions qu'on pouvait avoir dans les allées. Donc ça, c'est peut-être un premier thème. Il y a un deuxième thème qui est, et ça c'est toi Alexandre qui l'avais mis en avant, sur la partie pricing, underwriting, donc beaucoup de startups aussi qui étaient sur cette thématique et cette partie spécifique de la chaîne de valeur. Et puis peut-être troisième tendance, et on peut peut-être commencer par là, qui était un peu l'état d'esprit général, et cette espèce de sentiment voilà, de grosse dynamique, énormément d'enthousiasme. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a relevé. Je ne sais pas comment tu l'as trouvé, toi, Alexandre, parce qu'en plus, c'était la première fois, si je ne dis pas de bêtises, que tu y allais. Exactement, oui, oui, comme tu le disais, en plus on en avait parlé un peu en amont. Ce que tu me disais, c'est que les dernières éditions, ça avait été peut-être un peu moins bien. Tu disais, on tournait en rond, et là, ouais, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement énergisant. Et je pense retranscrire fidèlement le ressenti général. J'ai sondé pas mal de monde en live là-bas, et les gens étaient agréablement surpris en fait, et par l'énergie communicative, et par la qualité à la fois des interventions, à la fois des rendez-vous aussi, des échanges qu'ils ont pu avoir en off. Il y avait, je pense, un panel de participants assez variés en fait. Parce que bien sûr, sur scène, dans les allées, il y avait beaucoup de startups, mais en off, il y a beaucoup d'investisseurs qui s'étaient déplacés. Il y avait aussi des assureurs qui venaient en quelque sorte faire leur marché, voir les nouvelles solutions. Et tout ça, ouais, avec une organisation qui était très bien. J'ai eu beaucoup de bons échos aussi sur les salles de networking qui étaient bien mises en place pour favoriser justement les échanges. Donc ouais, super dynamique. Ouais, et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis sur la diversité des gens qui étaient présents. Parce qu'en fait, et peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, comment c'était organisé, en fait, il y avait un premier étage où finalement, dans les exposants, c'était plutôt des grosses boîtes, enfin des grosses startups, pardon, plutôt InsurTech as a Service. Et d'ailleurs, c'est peut-être un thème sur lequel on reviendra parce qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font autour des systèmes d'information dans l'assurance, les fameux legacy systems. Donc, c'était voilà, plutôt des boîtes un peu plus matures qui avaient des gros stands. Il y avait au rez-de-chaussée les startups plutôt plus jeunes, peut-être plus innovantes aussi et plus spécifiques en tout cas sur la chaîne de valeur. Et on reviendra là-dessus parce qu'il y avait une bonne représentation de startups françaises, et il y en a certaines qui sont peut-être dans le chat là. Et puis sur scène, c'était effectivement des boîtes globalement assez emblématiques et des assureurs. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'était de voir qu'il y avait peut-être moins de stands d'assureurs, hormis Generali qui semblait être le sponsor de l'événement, mais hormis ce grand nom qui avait, je dirais, pignon sur rue, qui avait des logos quelque part, il y avait surtout beaucoup d'acteurs de l'assurance qui étaient dans les allées et qui venaient en fait faire leur marché, hein, c'est le terme que tu as utilisé. Mais, et Exactement. du coup, c'est peut-être ça l'ADN en fait, de la conférence maintenant, qui est de mixer des assureurs qui viennent regarder ce qui se passe, des acteurs un peu significatifs ou un peu plus matures
de la startup, de la scène InsurTech et de la scène startup, et puis des boîtes voilà, plus spécifiques sur la chaîne de valeur, peut-être un petit peu plus jeunes aussi, qui viennent présenter leurs solutions, et donc les acteurs de l'assurance qui viennent chercher dans les allées des bonnes idées ou des services. Et puis, évidemment, il y a des investisseurs, et notamment beaucoup d'investisseurs anglo-saxons, que ce soit des US ou évidemment des Anglais qui jouaient à domicile. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir cette diversité-là, et ça fait qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que ça contribue aussi à la dynamique. 6 000 oui. personnes, ils annonçaient. 6 000 Combien personnes tu en dis? 2 jours. 6 000 personnes, Ouais, c'est ça. 500 speakers, donc c'est huge. Bah ouais, et puis d'ailleurs, ça rebondit sur. Je crois que tu as assisté à la conférence qui était la plus dense sur l'IA, ce qui permet aussi de sauter sur l'IA. C'était quoi? C'était les agents IA, c'est ça le thème de la Oui, tout conférence? à fait, avec Franck Pivert, ancien de Wacom, qui lance sa boîte autour du sujet, et Quentin Colmont de Cover. C'était modéré par Simon Torrance, qui fait aussi une veille sur l'IA, le risque, l'IA agentique. Impossible de rentrer dedans. Je suis arrivé un quart d'heure en avance, ça se pressait à l'entrée, les gens se jouaient des coudes pour ne serait-ce qu'essayer de capter une bribe, de prendre un cliché, une photo. Donc, c'est aussi significatif de l'intérêt grandissant pour ces sujets. Ouais, et ça allait c'était assez complémentaire. C'était assez complémentaire aussi avec la conférence d'ouverture de Lemonade, qui était sur l'IA, mais qui avait un angle un peu différent, justement, qui était Ouais, comment les boîtes AI first, donc vraiment des boîtes construites autour de l'intelligence artificielle, et pas des petites briques qui viennent ici ou là adresser telle ou telle problématique de la chaîne de valeur. Donc c'était un petit peu différent. ouais, ce que tu me Et du coup, disais, ça ce allait que je très trouvais intéressant. intéressant, c'était la première fois, tu me disais qu'une startup ouvrait en fait l'événement. Et Ouais, exact. Lemonade, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Lemonade, ça reste un très bon benchmark en fait de l'insurtech, du phénomène insurtech, première boîte insurtech B2C emblématique, qui continue d'avancer. Donc, 10 ans après, c'est intéressant de pouvoir sonder le discours, voir ce qui a changé ou pas aussi depuis les débuts, et de pouvoir faire un point de passage, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pionnières de l'insurtech américaine qui sont à un carrefour, certaines qui passent des caps. On a vu Root qui a basculé dans le vert récemment. Mm. Il y a 2 semaines aussi, c'est Next qui a été racheté 2,6 milliards de dollars par Munich Re. Donc voilà, Lemonade fait partie de cette génération, donc je pense que c'était intéressant. Toi, quel était ton ressenti par rapport au discours de Daniel? C'est que c'était effectivement, tu as raison, et tu as bien fait de le noter. La première surprise, c'est que c'était la première fois qu'une startup ouvrait le bal. D'habitude, c'est quand même les grands groupes. Je me souviens d'une chairman de Lloyds. L'année dernière, c'était sur les grands risques, un réassureur. Encore avant, c'était Allianz, etc. Donc, c'est d'habitude des énormes noms plutôt historiques. Et là, Lemonade, alors effectivement, l'autre fois, dans un des posts LinkedIn que j'avais fait pour résumer la conf, quelqu'un avait, à juste titre, il me semble, posé la question, voilà, est-ce que Lemonade est toujours une startup ou pas? On n'ouvrira pas forcément le débat là, mais effectivement, dans l'idée, c'était plutôt un acteur non traditionnel et non historique qui ouvrait le bal. Donc ça, c'était quand même, à mon avis, quelque chose qui donnait un peu le là sur la conférence. Et après, sur ce qu'il disait, je trouve que c'était assez intéressant, parce que, en fait, ce que j'ai bien aimé dans sa conf, c'est l'angle, pas uniquement de l'IA dans l'assurance, parce que ça, et on va revenir là-dessus, c'est quand même un des sujets, on en entend parler tous les jours, et parfois, c'est pas hyper clair de ce que ça veut dire. En revanche, lui, c'était vraiment, voilà, aujourd'hui, il y a des boîtes qui se créent autour de l'IA à partir de l'IA, et qui, en fait, ont des compétences qui sont uniques grâce à cette technologie qui est tout aussi unique. Et donc la question qu'on se pose tous, c'est, et on le voit, il y a dans d'autres industries des boîtes, typiquement il y a un graphique là, que je partageais encore aujourd'hui sur les réseaux, c'est Marjolaine de Newfund qui l'avait fait, et qui montrait comment à chaque nouvelle vague de tech, en fait, les boîtes arrivaient plus vite à 100 millions de revenus, parce que bon, c'est le chiffre qu'elle avait pris, mais donc grossissaient d'autant plus vite qu'elles utilisaient la dernière vague de technologie. Et donc sur l'IA, en fait, c'est encore une accélération. Et donc, c'était la première fois qu'un acteur se posait la question de, tiens, est-ce que des acteurs voilà, AI first, avec une infrastructure tech hyper moderne,
peuvent aller plus vite, peuvent être rentables plus facilement, etc. Donc, je trouvais que l'approche était hyper intéressante. Après, et voilà, pour voir aussi le verre à moitié vide, sur cette boîte-là en particulier, hein, ça fait longtemps qu'elle est sur le marché, elle est toujours pas rentable, etc. Donc, ça pose aussi plein d'autres questions. Mais à minima, cet angle très tech-oriented, j'ai bien aimé. Et après, voilà, je suis pas forcément d'accord et je vois qu'il y a quand même pas mal d'assureurs qui nous écoutent sur le côté, il suffit de faire grossir le portefeuille pour faciliter la rentabilité. On sait que malheureusement, dans l'assurance, c'est pas tout à fait vrai et que c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc voilà, c'est là où j'étais peut-être un petit peu moins d'accord avec ce qui partageait. Et j'ai vu qu'il y avait une question, c'est Nelly qui a posé une question sur les géographies. Donc déjà, merci Nelly d'avoir casser la dynamique comme ça en posant une question, et je vois que ça en donne d'autres parce que je vois que Gilles en pose une autre aussi, donc on va la prendre ensuite. Bref, n'hésitez pas à poser vos questions. La question de Nelly, c'était sur la représentation géographique des participants. Moi, je dirais que c'était quand même très pondéré anglo-saxon, donc très anglais, c'est logique, c'était les locaux et les régionaux de l'étape. Pas mal US aussi, donc c'est l'avantage, je trouve, de cette conférence-là. Et puis après, c'était quand même assez varié sur l'Europe continentale. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Alexandre. L'Asie aussi, tu vois, une des tables rondes emblématiques, c'est celle où est intervenu Anthropic, qui était là pour parler IA générative, et il y avait un représentant de Tokyo Marine qui était là. Un Tokyo Marine qui bouge ses pions à l'international, hein, qui fait beaucoup de choses aux US, en Europe aussi, qui travaille avec Stoic, notamment sur le cyber. Donc, ça c'était assez intéressant. Et aussi, dans les allées, on a vu pas mal de nouvelles d'InsurTech américaines, de la nouvelle vague. J'ai trouvé ça assez intéressant, notamment des startups que je suis qui sont en train de monter très fort, je pense. Federato, par exemple, californienne, spécialiste de l'underwriting, souscription 2.0. Ils ont levé 80 millions en 2 ans. Ça va très, très vite, très, très fort. Et ils avaient annoncé lors de la dernière levée, une série C, je crois, qu'ils voulaient venir en Europe. Et là, ils étaient présents avec un gros stand. Un de leurs concurrents directs, il y avait Sixfold aussi, qui était là. Et voilà, on y reviendra un peu plus tard en détail, mais ça confirme cet intérêt grandissant autour des briques amont de la souscription et de la tarification. Ouais, et d'ailleurs, ça fait écho, je vois la question de Gilles là, sur les usages finalement, l'appétit de l'IA. La question, je la reprends parce que je ne sais pas si tout le monde la lit dans le chat. Et du coup, c'était l'appétit de l'IA dans l'assurance, que ce soit les agents IA, la quantification des risques, et c'est pour ça que je faisais le lien avec ce que tu disais à l'instant, Alexandre, la mitigation des risques, la cyber pour le cloud, etc. Se fait-il ressentir réellement? Et à contrario, l'adhésion en US et en Asie, ressentons enfin cet appétit en Europe. Et effectivement, je trouve que ça fait bien le lien avec ce que tu viens de dire, où justement, on est peut-être plus habitué à voir des startups quand même IA dans l'assurance qui proposent de l'efficacité opérationnelle. Je pense notamment à tout ce qui est agent IA, où c'est vachement voilà, dans la relation client, peut-être dans la gestion de sinistres pour aller plus vite, donc pour automatiser des tâches. Et ça fait peut-être le lien avec tout ce qui est RPA dans la banque. Et on sait que l'assurance n'est pas encore au niveau d'automatisation que peut être le secteur bancaire. Donc il y a de la place aussi pour ça. Donc on voit beaucoup de startups là-dessus. Mais effectivement, à Londres, il y avait quand même beaucoup de choses sur la partie pricing, sur la partie underwriting, pas que autour de l'IA, mais il y avait les 2 exemples que tu as cités, c'en est. Après, je pense à des boîtes alors francophones avec Allfins, qui est créé par un Français qui s'occupait plutôt du risque assez spécifique autour des technologies liées à l'énergie et aux centrales énergétiques, plateformes pétrolières, etc. Et puis un petit peu plus proche de nous aussi, je pense à Continuity, qui utilise justement des algorithmes, de l'IA sur la partie quantification du risque, justement. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot en particulier. Non, soulever, rappeler au moment de la discussion qu'on a eue lors de notre dernier baromètre, tu me disais, justement, je trouvais très intéressant que quand on pense efficacité opérationnelle, c'est seulement 20-30% du sinistre au final. Oui. Et ça, parfois, peut-être on a tendance à ne pas l'avoir en tête, 70% du risque. Voilà, c'est vraiment justement la quantification du risque, être capable de bien l'adresser. Donc, voilà, pondérer aussi à ce niveau-là, peut-être. Quand Ouais, on et parle, ça, oui, je des pense. efficacités opérationnelles, oui, ça paraît
hyper impressionnant. Et évidemment, je pense qu'il y aura des gains substantiels qui seront permis par les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles solutions, et notamment l'agentique. Ouais, c'est assez fascinant, hein, où on voit des grosses boîtes qui se positionnent dessus. Nvidia, c'était le CEO d'Nvidia qui est jamais avare de punchline, qui disait que le prochain responsable RH dans l'entreprise serait le DSI, parce que ce serait lui qui managerait et qui embaucherait et virerait des agents IA. Mais oui, on peut imaginer qu'il y aura de vrais gains sur cette brique grâce à l'IA. Mais peut-être que le cœur de la problématique se joue ailleurs aussi, notamment Ouais, face aux risques émergents, ce sujet qu'on couvre nous deux au quotidien. ouais. Ouais, exact. Et juste pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est Bertrand, et comme je sais qu'il nous écoute, c'était lui qui m'avait justement un jour pas alerté, mais il m'avait rappelé parce que justement j'avais fait un podcast sur ça, l'IA au service de l'efficacité opérationnelle. Il m'a dit: «OK, très bien, tu as raison, mais n'oublie pas que la partie voilà, frais de gestion, c'est 20-30 % de la prime, là où la partie remboursement du sinistre ou coût du sinistre, c'est voilà, 70-80 % de la prime». Donc ne pas oublier aussi sur l'IA. Donc c'est pour ça quand Gilles posait la question, est-ce qu'il y a aussi de l'IA au service de cette partie un peu amont, compréhension, mitigation du risque? La réponse est oui, plutôt sur la partie souscription, beaucoup sur les risques émergents, parce qu'en fait, sur les risques émergents, c'est toujours la même chose. L'enjeu, il est simple, il n'y a pas de données historiques. Et donc, quand il n'y a pas de données historiques, il faut identifier des nouveaux jeux de données, et il faut leur donner du sens grâce aux algorithmes. Et c'est là où l'IA peut servir, parce que en utilisant des données très variées, on peut quand même arriver à mieux appréhender, ou en tout cas à appréhender tout court le risque. Et donc, c'est clairement une opportunité que nous, on voit là-dessus, et on voit des boîtes qui commencent à émerger là-dessus. Et donc, ça fait aussi écho avec une question, la joie de Grégoire, qui disait au-delà du buzz sur l'IA, est-ce qu'on a été convaincu, alors je ne sais pas si ça peut être le bon terme, par des solutions concrètes au-delà des expérimentations. Et pour moi, c'est vraiment, on commence quand même à distinguer ça dans les startups, entre des boîtes qui ont une proposition de valeur à minima très claire, et des boîtes qui mettent en avant: je fais de l'IA dans l'assurance. Et à nouveau, je ne citerai pas la boîte, mais il y en avait une qui avait un stand plutôt grand d'ailleurs, sur lequel il y avait écrit sur le mur AI for insurance. Et en fait, c'était l'exemple typique du buzz, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit je fais de l'IA dans l'assurance, on n'a pas dit grand-chose. Et c'est plutôt l'enjeu. Et en fait, à l'inverse, je vais le tourner de manière positive, les quelques startups qui arrivaient à se positionner à un endroit spécifique de la chaîne de valeur ou sur une ligne de métier spécifique, celles-là, elles sortent tout de suite du lot. Parce qu'à nouveau, quand il y a 6000 personnes et que la moitié des gens disent je fais de l'IA dans l'assurance, difficile de sortir du lot et de capter l'attention des corporates. En revanche, voilà, si on a un positionnement un peu spécifique, là, on peut attirer l'attention, d'autant plus que de l'autre côté, les corporates, et je pense que c'est de là que vient aussi la question de Grégoire, on a passé un peu la phase d'euphorie, je pense que tu le vois aussi, sur ah ouais, j'ai fait 1000 POC, moi j'en ai 400, moi j'en ai 300, on fait plein de trucs, mais on fait rien en même temps. Là, on est plutôt dans une deuxième phase qui est OK, on va essayer de faire moins, mais mieux. Et donc, on a besoin de ROI, de cas business. D'ailleurs, c'est un mot qui revenait souvent. Je suis en train de faire un business case avec tel ou tel assureur. Et en fait, ce business case-là, il implique d'avoir une proposition de valeur très claire pour pouvoir chiffrer derrière. D'ailleurs, c'est le thème à la une de notre dernier baromètre, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Mais oui, tu as très bien résumé. Aujourd'hui, on est clairement dans une phase plus pragmatique de la part côté corporate, avec une sensibilité plus héroïste. Et encore une fois, qu'est-ce que le ROI de l'IA aujourd'hui? Que mettons derrière ça? Ça, c'est encore une autre question. Mais voilà, ça implique, je pense, comme tu le disais, la nécessité d'être très clair sur la proposition de valeur. Qu'est-ce que j'apporte sur quelle brique précisément? Quelle est ma valeur ajoutée pour vous? Et il faut être convaincant là-dessus dès le départ pour pouvoir envisager des déploiements et aller assez vite, parce que oui, les POC pour l'époque, j'ai l'impression qu'on est bien sorti de ça. Ouais, et d'ailleurs, ça fait écho à ce que dit Cécile. Là, je vois la question, les gros distributeurs sont-ils réellement demandeurs de nouvelles solutions de souscription en France? Je pense que c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont demandeurs? Pas comme ça, enfin, ils font pas forcément leur marché proactivement.
En revanche, si on est une société qui utilise des jeux de données différents, qui a une proposition de valeur très claire, alors la réponse peut être oui, pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a quand même dans l'industrie de l'assurance de manière générale, un petit peu de marge pour améliorer la compréhension du risque, améliorer le loss ratio, hein, dit autrement, et puis de l'autre côté, améliorer la partie efficacité opérationnelle, le expense ratio. Donc il y a quand même du travail de ces côtés-là. Et après, c'est peut-être la question entre les risques émergents qu'on évoquait, sur lesquels, à mon avis, il y a de la place parce que justement, il n'y a pas de données historiques, les acteurs en place n'ont pas d'avantage compétitif. Et on le voit, hein, la réaction, si on regarde, et en grossissant un petit peu le trait quand même, mais si on regarde aux US sur l'assurance habitation, dans certaines régions, dans certains États, les assureurs quittent le marché. Je pense aux véhicules électriques sur lesquels, là pour le coup ça peut être en Europe aussi, certains acteurs soit augmentent les prix de manière inconsidérée, soit pareil se retirent de certaines parties du marché. Et puis sur la cyber, je pense à un gros réassureur dont le CEO un jour avait dit, enfin un jour c'était il y a 1 an et demi, il avait dit: «La cyber deviendra une grosse ligne de métier pour nous un jour, mais pour le moment, on n'a pas assez de données, donc on reste précautionneux». Et donc on voit qu'en fait sur ces 3 risques-là, risque climatique, risque véhicules électriques et risque cyber par exemple, c'est le même pattern, c'est plutôt d'y aller de manière assez précautionneuse pour ne pas dire quitter le marché. Et donc ça, on voit bien que c'est pas un mouvement qui est soutenable pour ni sociétalement ni économiquement parlant. Et donc c'est là où il y a de la place, évidemment. Mais, et ça fait le lien avec l'ouverture de Lemonade, c'est que lui voyait aussi l'intérêt sur des risques plus traditionnels comme, dans son cas, l'assurance habitation et l'assurance auto, hein. Et pour rebondir sur cette question, sur l'appétit ou la recherche des assureurs de ce type de solution, il y a quand même deux nouvelles juste cette semaine qui viennent confirmer ce qu'on a vu, ce qu'on a entrevu lors de l'événement. Annoncé le même jour. La première, c'est un partenariat que moi j'attendais depuis longtemps, je le guettais depuis plusieurs années. C'est Covéa qui a signé avec Accurate. Accurate, donc solution de tarification boostée à l'IA, qui est en train de cartonner aux US, où ils ont déjà plus de 40 clients. Ils me disaient ça en fin d'année dernière, donc aujourd'hui, c'est encore davantage. Et qui va enfin travailler avec Covéa, parce que Covéa, on voit par exemple sur la brique Claims, ils travaillent avec Tractable depuis des années et des années. Donc je me disais, je l'attendais cette nouvelle. Donc ça, c'est arrivé cette semaine, et le même jour, Guidewire, donc Guidewire, éditeur de logiciels pour les assureurs sur la branche IARD, a racheté une autre spécialiste de la tarification qui est Quanti. Avec Florian, on la suit depuis un moment. Donc, c'est une insurtech polonaise, pas super connue, mais qui commençait à monter, qui travaillait notamment avec le Lloyds, qui nouait des partenariats un peu partout dans le monde, hein, Amérique du Sud. Et Guidewire vient d'annoncer donc l'avoir racheté et intégrer le module de pricing dynamique directement dans sa suite. Donc, ça veut dire que y a des besoins identifiés. Ça veut dire que à la fois les corporates, à la fois un éditeur comme Guidewire, qui font de l'innovation, bien sûr, mais manifestement, ils n'arrivent pas à un niveau de performance aussi élevé en interne. Et donc, je pense que c'est deux annonces qui sont importantes et qui sont des signaux forts de ce qui se passe sur ces briques-là en ce moment. Et qui montre aussi la maturité de l'écosystème parce que, en fait, si on regarde le terme insurtech, il existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et en fait, la première vague, c'était beaucoup de distribution directe, distribution en ligne, etc. Très PNC, donc IARD en français. Et puis, progressivement, il y a eu des choses un petit peu différentes. Il y a eu des choses, je dirais que peut-être la deuxième vague, ça a été autour de la santé. Et on le sait bien, notamment en France, parce qu'avec l'essor d'Alan, en fait, ça a fait pas mal de petits aussi, et pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses se sont lancés sur cette thématique de l'assurance santé. Peut-être la troisième vague qui a été la vague TPE-PME. Je pense à Plus Simple, par exemple, qui se positionne notamment sur ce segment-là. Et puis, donc, mais on était toujours sur j'essaye de repenser la distrib, etc. Et en fait,
à mesure que l'écosystème avance, que les startups maturent, que les entrepreneurs aussi, peut-être viennent d'horizons différents ou ont déjà eu des parcours dans l'assurance avant. Tu vois, on a cité plus simple, Eric, qui connaissait bien l'industrie avant même de se lancer là-dedans. Donc il y a quand même ce pattern. Et j'ai vu tout à l'heure passer Ralph de Achille, même combat, C'est hein, dire, ouais. qui connaît quand même assez bien l'industrie de l'assurance et qui vient mélanger l'expertise métier avec les bénéfices de la technologie. Donc on voit quand même ces entrepreneurs-là qui ont un background assez solide par ailleurs, arriver et du coup essayer d'apporter quelque chose d'un petit peu différent en termes d'innovation. Et donc je trouve ça assez logique qu'on se rapproche progressivement du cœur du réacteur, hein, de l'assurance, qui est cette compréhension du risque, la fabrication du produit, la partie souscription. Donc pour moi, ça montre aussi que l'écosystème mature. Et effectivement, quand tu donnes l'exemple de Accurate qui travaille avec des dizaines et des dizaines, je ne sais pas si on a quelqu'un d'Accurate dans le chat, mais dites-nous combien vous avez de clients, mais je pense que c'est plusieurs dizaines d'acteurs de l'assurance avec lesquels Accurate travaille. Mais on voit voilà, un énième gros qui vient se joindre à la liste avec Covea, et donc ça montre toute cette dynamique qu'il peut y avoir dans l'écosystème. Et probablement, on va en voir de plus en plus, toujours avec une approche segmentée. Et je pense que c'est aussi ça, le fait, une des raisons pour lesquelles il y a une vraie dynamique autour de cette partie-là de la chaîne de valeur, parce que là, on est obligé d'apporter vraiment quelque chose. À nouveau, hein, on est dans le cœur du réacteur et il faut être capable de démontrer la valeur qu'on peut apporter aux acteurs traditionnels. Et c'est là où on en revient à cette fameuse question, hein, sur le métier d'actuaire versus le métier de data scientist. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que c'est juste une différence de terme ou pas? Ça mériterait sûrement un live dédié à la question, mais il y a aussi cette idée-là cachée derrière. C'est probablement pas les mêmes profils, et donc il y a une vraie valeur ajoutée possible pour certaines startups qui seraient très spécifiques, et d'ailleurs la plupart travaille non seulement sur cette partie un peu souscription ou pricing, mais aussi sur une ligne de métier très spécifique et ne couvre pas toutes les lignes de métier, bien évidemment. Pour appuyer ce que tu dis, fait penser à l'exemple de Pick3. J'ai pu discuter avec Adrien Lebec. Donc Pick3, c'est le nouveau nom de Zongan Tech. Donc qui ne fait pas un repositionnement, mais qui élargit en fait sa proposition de valeur aujourd'hui. Donc Zongan Tech, pour résumer, c'était l'entité tech de Zhong'an, donc le grand assureur technologique chinois, qui pendant de longues années était spécialisé sur l'embedded et sur le B2B2C. C'était câblé essentiellement des petits produits sur mesure dans les parcours des retailers, notamment sur les marketplaces en Asie du Sud-Est. Ça fonctionne très bien, ça cartonne. Depuis 2 ans, Zongan Tech se bouge ses pions pour se placer en Europe, d'où le rebranding, d'où une nouvelle levée de 35 millions. Et en discutant avec Adrien, il me disait, nous, on propose plus simplement de l'embedded, on veut venir appuyer les assureurs sur les problématiques core system avec notre savoir-faire technologique, justement. Donc, tu vois, c'est exactement ce que tu dis, parce qu'ils ont eux aussi identifié qu'il y avait des besoins et une maturité aujourd'hui de l'écosystème pour s'ouvrir à ce type de solutions et d'accompagnement, en fait. Oui, parce que, et là, ça rejoint à nouveau ce que disait Daniel Schreiber là, de Lemonade en introduction, avec l'enjeu des systèmes d'information pour les assureurs qui sont en fait à la fois un caillou dans la chaussure au quotidien dans les opérations, et donc qui freinent l'efficacité opérationnelle, mais qui parfois ou souvent empêchent l'innovation aussi. Donc il y a vraiment ce double aspect de mes legacy systems qui sont hérités du passé, qui sont souvent multiples parce que les grandes compagnies, c'est en fait beaucoup de vagues de M&A, donc à chaque M&A, je rajoute un SI complémentaire et supplémentaire. Voilà, ça freine potentiellement les opérations au quotidien et ça rend plus compliqué l'innovation ou le lancement de nouveaux produits, le lancement de nouveaux sujets. Et c'est là que des solutions, en fait, la thématique, là, on est dans le InsurTech as a Service, hein, c'est l'infrastructure, le système IT nouvelle génération. Je pense que Pick3 et Pick3 est clairement dans cette catégorie-là maintenant. Je pense à des gros qui exposaient aussi lors de InsurTech Insight, comme Socotra, qui est un Américain, mais qui opère aussi en Europe. Instandard, qui est anglais et opère en Continental Europe aussi. Et puis après, je pense aux deux Frenchies, OIB Solutions et Corinth,
qui opèrent aussi, même si elles sont plus jeunes comme société, opèrent aussi dans cet espace-là. Et une de leurs valeurs ajoutées qu'elles mettent en avant, c'est cette capacité à créer des produits plus rapidement et les opérer au quotidien et à l'échelle grâce à une infrastructure tech relativement moderne. Donc assez intéressant. Je prends juste une petite question sur, je vois qu'il y a Gilles qui demande sur, c'était sur Covéa, est-ce que en gros Covéa y est allé parce que Accurate avait signé avec 40 clients US? La réponse est, alors on n'a pas les détails de la solution, mais j'ai envie de dire que c'est assez possible, et je citerai pour ça, c'était Arthur Desnouveaux qui intervenait lors du FinTech Révolution en début, c'était à l'automne dernier. Et en fait, il expliquait justement que lui, ce qu'il recherchait au nom de Covéa, c'était effectivement des solutions qui avaient démontré leur ROI, et là, il était capable de mettre de l'intensité et avancer avec les startups. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont signé avec 40 acteurs aux US? Je ne saurais pas répondre très précisément, mais ce qui est certain, c'est qu'un acteur comme Covéa, en tout cas le dit publiquement lors d'un événement FinTech, InsurTech, c'est oui, nous recherchons des solutions plus matures. Donc effectivement, et c'est d'ailleurs un des enjeux pour les InsurTech qui nous écoutent dans le chat, c'est souvent de trouver le premier ou les 2-3 premiers clients dans l'assurance, et après en fait la dynamique se crée. Donc l'enjeu, c'est toujours trouver celui ou celle qui va être capable de bouger un petit peu plus vite que le reste du marché, hein, je pense. Exactement. Il y a cet effet boule de neige un peu. On parle souvent de l'assurance comme une industrie qui aime bien suivre le voisin aussi, qui laisse le voisin expérimenter en premier, mais quand ça fonctionne, elle suit vite derrière. Ça s'enclenche relativement rapidement. Moi, pour avoir eu quelques échos de la part d'assureurs, Accurate, en fait, la promesse, on parlait tout à l'heure de proposition de valeur. Accurate, la promesse, elle est assez simple. C'est vos processus de tarification. On va aller 10 fois plus vite avec notre solution et ça va être plus précis. Et manifestement, la promesse, elle est tenue. Et voilà, c'est un peu l'effet waouh. Tout de suite, l'actuaire, les équipes d'actuaires, elles peuvent de manière tangible identifier les bénéfices. Donc, il y a ce côté aussi, tu parlais de l'IA, faire de l'IA pour l'IA, il y a ce côté technologique aussi. Il faut être capable de tenir la promesse, parce que évidemment, toutes les solutions n'ont pas le même niveau en matière de performance. Mais Accurate, apparemment, c'est très, très fort, c'est très bon. Et donc, des gains tangibles. Et après, ça va très vite, hein. Comme tu disais, le voisin voit que ça fonctionne, donc pourquoi pas regarder de plus près, pourquoi pas y aller à un moment donné. Et c'est un peu ce qui se passe aux US notamment, où en 2 ans, en 2 ans et demi, ils ont signé plus de 40 clients. Je disais, on doit être à plus de 50 aujourd'hui entre les US et le Canada. Exactement. Et pour faire un petit pas légèrement de côté, je vois la question de Guillaume. Merci d'avoir posé la question, et j'en profite pour faire un appel aux questions. Donc, si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à les mettre. On les voit dans le chat là sur le côté. Donc, Guillaume demande quels secteurs étaient les plus représentés, santé, MRH, affinitaire, cyber ou autre. Ta vision là-dessus, Alexandre, tu dirais quoi? Ce qui était le plus représenté, là, la question, c'est côté InsurTech. J'imagine. En fait, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'y répondre. C'est pour ça que je te tends la perche pour voir quel est ton point de vue. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que les segments en tant que tels étaient assez absents. J'avais eu cette question pendant l'événement. Que dit-on sur la cyber, sur l'assurance cyber? Rien du tout, en fait. Je ne sais pas si toi, tu as vu des startups spécialistes, si tu as vu des conférences, interventions où était mentionné le mot cyber. Je ne crois pas. Je ne pense pas être passé à côté. Mais il y avait justement, c'était plus une approche un peu macro, j'ai envie de dire. C'est aujourd'hui, quelles solutions existent, quelles sont les problématiques aussi autour de la data. Ce sujet, on pourra y revenir après. Je trouve ça intéressant aussi. Il y a un gros momentum sur la data depuis quelques mois. Mais c'était plus comprendre de manière générale les problématiques liées aux risques aujourd'hui, risques au pluriel, ces risques émergents, et quelles solutions peuvent exister. Où doit-on focaliser nos efforts? Qu'est-ce qui nous attend demain, en fait? Et ce
ce qu'on peut retirer en enseignement sur ces sujets, ils seront applicables à la fois à de la santé, à de la MRH ou du cyber. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Ouais, c'est vrai, j'allais dire, il y a effectivement pas mal de, finalement, B2B ou en tout cas, voilà, des techs, quelles que soient les lignes. Après, je dirais, dans les allées, il y avait quand même beaucoup de B2C, B2C, plutôt IARD. Ça, c'était quand même, voilà, des startups qui venaient, sur, habitation, enfin les usual suspects, hein, habitation, auto, chien-chat, un petit peu de vélo, vite fait, vélo, trottinette, je mettrais ça quand même dans la même catégorie. Après, beaucoup de risques commerciaux, mais ça, je pense que c'est le biais à chaque fois. Et commerciaux, c'est risque TPE, PME ou très spécifique, petite entreprise. Et en fait, ça, il me semble que c'est un biais anglais à cause ou grâce aux Lloyds, en fait, qui fait qu'il y a énormément de startups très orientées ligne commerciale en Angleterre de manière générale. Et donc, dans un événement comme ça, vu qu'ils jouent à domicile, il y avait quand même pas mal de solutions là-dessus. Et puis après, donc, je dirais que ça, c'était peut-être un quart, et puis la moitié, c'était de l'IA, ce qui va me permettre aussi de faire le lien avec la question c'est Quentin Henry, merci d'avoir posé la question, sur avez-vous identifié les 2-3 cas d'usage concrets dans l'IA. Et donc voilà, l'autre moitié des startups, c'était quand même clairement, je fais de l'IA dans l'assurance. Je ne sais pas si tu veux donner peut-être un ou deux cas d'usage que tu as trouvé particulièrement intéressants. Modulo, je ne sais pas, Quentin Henry, si tu as entendu le début de la discussion, mais en fait, on disait qu'il y avait eu beaucoup d'IA dans l'assurance. En revanche, il y avait effectivement peut-être un petit peu moins de startups qui étaient très spécifiques sur leur cas d'usage ou sur une ligne de métier, sur une proposition de valeur claire. Et donc, j'imagine que c'est dans celle-là qu'on va aller taper pour te donner 2-3 exemples, et vous donner à tous 2-3 exemples de boîtes qu'on a bien aimées sans forcément les citer. Enfin, on peut les citer aussi, mais voilà, l'idée de cas d'usage, je ne sais pas si tu en as une ou deux qui te viennent en tête. Les Tu cas fais de l'IA, d'usage, on peut quand même mettre en avant le savoir-faire français en la matière, parce qu'on avait une belle délégation. Tu te souviens, à l'étage du bas, et pour juste compléter ce que tu disais, toutes les startups qui étaient en bas, elles étaient toutes positionnées en B2B quand même. Ouais. On n'avait pas une seule en B2C. Donc ça, c'est intéressant. Sur les cas d'usage, par exemple, on avait LetXB qui fait du traitement documentaire augmenté avec de l'IA générative. Ouais, j'ai eu une démo, c'est hyper bluffant en fait. C'est de l'IA qui s'intègre dans les processus sans qu'on le voit. Elle va prendre des décisions pour s'intégrer de manière naturelle au workflow de l'utilisateur, de manière assez personnalisée. Enfin, c'est assez bluffant avec des résultats qui sont déjà palpables. Une boîte qui marche bien, qui est en train de signer déjà des contrats Mm. avec des acteurs français. Ça, je vous en parlerai en temps voulu sur le média. Donc, typiquement, un bon cas d'usage. Il y avait Zelros aussi qui était là, qu'on connaît depuis longtemps, mais voilà, dont la proposition de valeur est plus que jamais pertinente aujourd'hui, qui progresse à la fois sur le développement de ces solutions à destination du collaborateur un peu augmenté. Voilà, je pense qu'il s'inscrit aujourd'hui dans un momentum qui est intéressant aussi à ce niveau-là. Ouais, effectivement, donc là, c'est sur la partie un peu distribution ou relation client de manière un petit peu Ouais. générale. Moi, il y a aussi des exemples qui viennent sur le risque climatique. Il y avait quand même beaucoup de choses, parce que c'est assez vrai ce que tu as dit sur cyber tout à l'heure en disant ouais, j'ai peu vu de boîtes cyber. Et c'est vrai qu'il y avait même dans les conférences, j'ai peu assisté aux conférences, mais j'ai vu quand même pas mal de titres, notamment en préparant l'événement. Et il y avait, et j'étais très surpris, beaucoup de choses sur les risques émergents ou les nouveaux risques, on appelle ça comme on veut. Autant il n'y avait pas de trucs spécifiques sur la cyber, mais qui, à mon avis, résonne aussi avec ce qu'on voit sur, du point de vue investissement et même du point de vue développement. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'engouement quand même très important pour la cyber insurtech il y a 1 an et demi, 2 ans. Hein, en France avec Datac, Stoic, et puis on a les petits cousins un peu partout, hein, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre évidemment, et donc chaque pays européen quasiment a son Stoic Datac. Mais donc voilà, ça c'était plutôt il y a 1 an et demi, 2 ans, et voilà, à mesure que certains acteurs grossissent,
Il y a un peu de travail à faire quand même sur la compréhension du risque. Donc, on commence à voir émerger une deuxième vague là-dessus, mais effectivement, ce n'était pas spécifique à l'événement. L'événement, en revanche, sur les risques émergents, ça, il y avait un vrai gros push. Et donc, c'était comment j'utilise l'IA, mais en fait, comment j'utilise les algorithmes. Hein, c'était ça la question. Comment j'utilise les algorithmes pour mieux appréhender les risques émergents. Et dans les risques émergents, celui qui était quand même très couvert, c'était les risques climatiques. Et donc voilà, moi, c'est un cas d'usage que je trouve assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de modèles qui sont proposés. On voit beaucoup, alors je ne sais pas à nouveau si c'était lié à l'Angleterre, mais il y a beaucoup autour des sujets d'inondation, etc. Il y a quand même pas mal de boîtes en Angleterre qui travaillent sur cette thématique très précise des inondations. Mais voilà, plus largement, je dirais que dans les cas d'usage intéressants et concrets, c'était aussi cette idée-là de mieux appréhender les risques climatiques avec des modèles plus pertinents ou voilà, nous, dans quelques semaines, on annoncera un deal dans ce domaine-là, voilà, qui apporte une nouvelle manière d'appréhender ce sujet-là et qui est quand même un des gros enjeux aujourd'hui. Et en fait, ce que je trouve intéressant à travers cette thématique spécifique du risque climatique, c'est qu'en fait, il y a deux éléments, deux manières de le regarder. Une manière qui est de se dire, bon, on est en train de parler d'un sujet peut-être un peu moyen-long terme, et c'est peut-être une nouvelle ligne de métier, risque émergent, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, etc. Ok, très bien, donc ça c'est une manière de voir. Il y a une autre manière qui est beaucoup plus concrète, c'est de dire ça a un impact demain matin sur les portefeuilles d'assurance habitation. Et on peut même le dire, je crois que c'est avec toi qu'on en parlait, hein, sur les véhicules aussi, hein, en cas d'épisode de grêle. Bon, bah voilà, si les voitures dorment dehors, ça a un impact aussi sur la voiture en elle-même. Donc il y a aussi ces sujets-là où en fait ces risques qu'on appelle émergents, en vrai, ils peuvent avoir un impact très significatif demain matin sur des lignes de business qui sont majeures pour les acteurs en place. Et donc c'est pas juste un sujet prospectif, c'est aussi un vrai enjeu business au quotidien. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était les résultats financiers, hein, des assureurs. C'était sur l'année complète 2023, donc c'était début 2024. Hein, tous avaient la même communication. Hein. Revenus en hausse, résultats en baisse à cause des dommages climatiques sur les portefeuilles. Hein. Oui, ça fait écho à ce document qui est toujours intéressant, c'est la cartographie prospective des risques de France Assureur qui est publiée chaque début d'année. Dans laquelle de mémoire sont identifiés 74 risques par les assureurs, là c'est les assureurs qui parlent, avec 19 interconnexions autour du risque climatique. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un nœud autour de ça, et tu l'illustres très bien, notamment avec climat, auto, grêle. Et intéressant si tu nous parles d'un nouveau deal à venir de votre côté, parce qu'on voit que c'est le pattern un peu aux US depuis quelques mois. Les levées, les fonds sont dirigés vers ces insurtech qui ont une dimension autour de l'habitation. Ouais. Je pense le plus gros deal de l'année, c'est Openly, donc qui fait de l'assurance premium là, avec un réseau d'agents et avec une proposition autour de l'IA. Il y a Stand, c'est l'ancien CEO de Metromile qui lance ça uniquement sur le marché californien au début, donc qui est l'un des plus à risque. Là, je viens de faire un article sur ResiQuant, pareil, une boîte qui travaille sur l'identification de la résilience des bâtiments avec des nouveaux jeux de données. Tu parlais de ces nouvelles données. Là. Donc ça, c'est vraiment leur proposition de valeur qui ont fait... ils ont fait un bon deal, hein, j'en parle dans la newsletter tout à l'heure. Et il y a ces boîtes, par exemple, un Zesty. Ça, c'est assez intéressant, Zesty.ai. Donc, c'est une boîte qui permet de mieux modéliser les risques. Il y a des modules sur chaque risque. Le premier, c'est Zfire, mais ils ont développé depuis Z-Tornado, Z-Water, etc. Ils sont en train de signer avec tous les gros assureurs US dans les zones à risque. Ils signent avec les Fair Plans. Vous savez, c'est ces dispositifs de secours en fait qui existent quand les assureurs ont déserté. Donc, ils ont signé avec la Californie, avec le Colorado. Et là, intéressant, il y a quelques semaines, ils ont signé avec Lemonade. Donc, on parlait d'une Lemonade donc, qui est AI native, mais qui a besoin aujourd'hui d'aller plus loin et d'avoir aussi des spécialistes vraiment de certaines briques pour les appuyer sur ces sujets. Et là, l'enjeu est très clair, hein, c'est mieux adresser le risque pour mieux avoir une meilleure vision du portefeuille et tout simplement essayer de gagner des points sur le loss ratio. Hein, c'est assez clair. Ouais. Oui, et il y a encore pas mal de choses à faire. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler. Je vois que le temps file. On
se donne encore, je pense, 10 minutes, mais c'est plutôt, voilà, appel à questions. Si certains et certaines d'entre vous là, qui nous écoutez encore, avaient des questions spécifiques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on les voit. Sinon, peut-être un petit, un petit output, et pour rebondir sur ce que tu disais, sur le côté très spécifique, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de, voilà, des enablers, et donc là, on est un peu là-dedans, hein, c'est comment telle solution peut aider à faire. Mais je pense qu'il y a aussi un gros boulevard pour ce qu'on appelle des tech-enabled MGA, c'est-à-dire des gens qui vont construire des MGA, enfin en tout cas des distributeurs d'assurance grâce à la donnée, aux algorithmes. Et il y en a un dont on n'a pas parlé depuis le début, un Français en l'occurrence, Descartes Underwriting, qui s'est construit là-dessus. C'est par la donnée et par les algorithmes qu'ils arrivent à développer une ligne de métier quand même assez significative sur l'assurance paramétrique en particulier, mais sur l'assurance météo, l'assurance cyber maintenant et de plus en plus. Et donc, en fait, je pense qu'il y a aussi cette idée-là, il ne faut pas voir que les innovateurs comme étant des « ah bah tiens, je vais pouvoir aller me servir et utiliser leur algorithmes, leurs modèles pour mon usage, moi, assureur historique. » Mais attention, il y a aussi des acteurs qui vont profiter de leur avantage compétitif sur la donnée et les algorithmes pour grignoter des parts de marché et grignoter une partie de la chaîne de valeur qui sera plus que la distribution, hein. Sur la partie MGA, j'ai le contrôle du produit. Enfin, je ne vais pas vous expliquer l'assurance à vous qui nous écoutez et qui travaillez dans cette industrie-là. Mais voilà, c'est bien cette idée-là il y a aussi sur ces nouveaux risques, et je pense à la cyber où on devrait logiquement voir arriver des acteurs aussi dans ce domaine-là, qui vont pas juste distribuer des produits sur étagère faits par des acteurs historiques, mais qui vont peut-être utiliser de la donnée, des algorithmes pour essayer de créer leurs propres produits et venir concurrencer peut-être des acteurs traditionnels. Donc pour moi, il y a bien à avoir les deux, certes des enablers, mais je pense qu'il y a aussi de la place pour des acteurs qui sont tech first ou data et algorithme first, mais qui vont vendre des produits d'assurance et pas juste de la tech aux acteurs de l'assurance, hein. Ah bah, je vois que Gilles, Gilles qui rebondit effectivement en mode et le paramétrique avec l'IoT augmenté par l'IA était-il représenté? IA et paramétrique, j'ai pas l'impression en fait, j'ai pas l'impression, tu vois? La preuve, on a attendu 52 minutes pour évoquer Descartes, qui est le plus gros acteur, voilà, dans le domaine. Il y avait eu il y a quelques semaines Flood Flash, qui était présent les années précédentes, mais qui a été racheté. Donc voilà, ils n'étaient pas présents cette année à ma connaissance, mais donc il n'y avait pas spécifiquement, voilà, ni sur le paramétrique ni sur l'IoT, on était plus sur le risque climatique. Je Il y avait saute sur HD la... Rain qui était Ouais. là, HD Rain, donc qui a travaillé avec Descartes, qui travaille justement sur la data météo, et ouais, ça marche bien, donc ils vont élargir aussi leurs horizons à d'autres risques prochainement. Donc voilà, à suivre aussi. C'est une boîte qui est intéressante en France. Exact. Et peut-être dernière question qu'on prend. Merci beaucoup Lorraine de l'avoir posée. Bon, je passe sur les remerciements. Merci à toi. Quelle est la place de l'InsurTech dans de l'assurance embarquée, et y a-t-il des débats sur l'évolution des parcours assurance dans la distribution? Alexandre, c'était quoi ton point de vue là-dessus sur peut-être les deux aspects, d'un côté assurance embarquée, embedded insurance, et puis de l'autre, est-ce que ça a parlé un peu de distrib aussi, plus largement? Oui, bah, l'embedded, ça continue de fonctionner. Je pense que toi comme moi, on est assez convaincu que l'embedded, ça représente sans doute une grande partie de la solution à trouver pour justement basculer dans une nouvelle dimension sur le sujet de la distribution qui est dur à craquer, hein. Ça, voilà, par rapport à ce qu'on aurait pu entrevoir il y a 10 ans et ce qui s'est passé en réalité, ouais, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ouais, l'embedded, qui lui, par contre, c'est un segment qui est toujours aussi porteur. Les équipes de NIT étaient présentes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Max, donc le CEO. NIT, c'est quand même un bel exemple représentatif de la dynamique de ce segment. NIT, on rappelle, ils ont enlevé 50 millions au bout de 2 ans d'existence l'an dernier. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 partenaires distributeurs. En fait, c'est énorme, hein, en 2 ans d'avoir créé ça. Rien qu'en France au début, là, ils vont s'étendre avec l'argent de la levée.
on voit au niveau mondial les insurtech qui ont une grosse dynamique. On voit les Boltech, Singapour, Covergenius, Australie aujourd'hui, US. Il y a peu de temps, il y a un investisseur qui me disait présente-moi la nouvelle Boltech et je signe tout de suite. Il y avait une conférence qui était extrêmement intéressante sur le sujet embedded. C'était avec Pixray qui a noué un partenariat avec Lazada. Lazada, c'est une marketplace qui opère dans 6 pays en Asie du Sud-Est. Donc, c'est un joint venture qu'ils ont mis en place l'été 2024. Et aujourd'hui, ça génère 70 000 polices par jour. Pas par mois, hein, par jour. Donc, c'est assez explosif. Donc, ouais, ça fonctionne. Et moi, je suis convaincu que voilà, que c'est un modèle qui est voué à encore prendre plus d'ampleur dans un futur proche. Ouais, et peut-être pour, comparer aux années précédentes, c'est vrai et d'ailleurs on n'en avait pas parlé jusqu'à présent, la distrib, c'était moins un sujet. Je pense que c'est Oui. lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'à mesure que l'écosystème mature, les startups se rapprochent du cœur du réacteur et donc plutôt la partie produit, la partie souscription, la partie pricing, compréhension du risque. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense, c'est aussi un changement en fait sur la partie investissement, parce que pareil, on n'a pas évoqué, mais il y a eu un switch gigantesque. Nous, on avait sorti ce graphique-là il y a quelques mois, mais en gros, les investissements 2019-2022, plus de 2 tiers de ces investissements-là en argent allaient dans 2 modèles en fait. Les modèles full stack, WeFox, Alan, Achille et compagnie, et les acteurs B2C, donc ils faisaient de la distribution directe. Si on regarde depuis début 2024, plus de la moitié de l'argent maintenant va dans des modèles qui sont très différents. Donc un peu d'assurance embarquée, toujours, donc pour être dans la distrib, mais aussi et surtout beaucoup de B2B, beaucoup de parties sur la compréhension du risque, le pricing, et cetera, et cetera. Donc il y a quand même les investisseurs ayant un petit peu bifurqué en dehors du B2C, c'est plus difficile pour ces boîtes-là, donc c'est moins attrayant. Ceci étant, c'est vrai qu'il y avait peut-être des acteurs qui étaient un petit peu plus matures. Tu as mentionné NIT pour le côté France, mais il y avait Cover aussi, nos amis francophones belges, qui étaient présents et qui étaient bien là. Tu as parlé de Simon Torrance aussi, qui était monsieur Embedded Insurance. Il était là, même si maintenant il parle aussi beaucoup de risques liés à l'IA. Donc voilà, donc c'était peut-être des solutions un petit peu plus matures avec des chiffres. Espérons, et petit message à nos amis de NIT et Cover, si vous pouvez partager un peu plus de ce que vous nous dites en off, ça serait top pour montrer justement que l'assurance embarquée, ça marche bien. Voilà, donc petit message passé. Et après, sur la distribution directe, il y avait quand même une conférence, je pense, qui était intéressante. C'était Alliance Direct, Fanny, qui était sur scène avec Raphaël Delouco. Et donc qui expliquait aussi ce qu'elle voyait, elle, et ce que eux voyaient dans la manière d'appréhender et de repenser la distribution directe, parce qu'on voit quand même ce push là, c'est-à-dire que en fond de roulement, il y a quand même ce sujet, et à nouveau, ça pourrait faire l'objet d'un live à lui tout seul, mais typiquement, c'est hier une banque française bien connue qui annonçait sa stratégie pour la partie retail, et en gros, pour faire très simple, elle va fermer des agences. Et donc, du coup, il y a toujours cette question de quand le cousin Bouganker fait ça et accélère ce mouvement-là, comment on peut imaginer l'avenir de la distribution d'assurance dans les réseaux, en ligne, en indirect avec l'embarqué, etc. Donc, c'est plutôt une multitude de choses, mais c'est vrai, pour revenir à la question de Lorraine, c'était pas un des gros sujets cette année. Peut-être moi, ce qui m'a marqué surtout, c'était donc la présence de l'IA, qui n'était pas tellement une surprise. La partie pricing, ça c'était une découverte, donc la data au service du pricing plus fin, de l'underwriting plus fin, et la place des risques émergents. Pour moi, c'est les 3 gros thèmes. Je ne sais pas si toi, tu as vu des thèmes émerger, ou s'il y a un truc qui t'a Un dernier, ouais, c'est pas qu'il émerge, c'est qu'il réémerge. Ouais. Et ça, je le perçois depuis plusieurs mois. Pas tant que ça, 3-4 mois, on va dire. C'est, vous vous souvenez bien sûr de cette phase big data où c'était la hype, et là, c'est le retour en force de la data. Et ça s'explique de manière très simple, parce que les grands groupes, notamment, se rendent compte que pas d'IA sans data, en fait. Mm. Et ils se rendent compte, oui, que c'est un peu le bazar chez eux, la data. Donc, il y a toute cette question qui émerge, c'est, on le disait, sur les nouveaux risques, comment capter de nouvelles sources de données, comment libérer de la data en interne, comment en générer aussi, à travers quelle organisation, comment faire avec les données non structurées.
ça, il y avait des propositions de valeur de boîtes aussi qui disaient avec la Gen AI, on va pouvoir vous aider à structurer justement les données non structurées. Données non structurées, bah, ça va être tout ce qui est la voix, la vidéo, etc. Tout ça qui n'est pas valorisé ni capté aujourd'hui. Et comment, de cette data, en tirer concrètement de la valeur. Et là, on revient au fameux sujet du ROI, où il me semble qu'il y a beaucoup de zones de flou encore aujourd'hui. Donc, il y avait des conférences. J'ai assisté à une conférence qui était assez intéressante hein, sur ce sujet de la data et avec des formulations qu'on retrouve et qu'on entendait il y a 10 ans, c'est l'or noir de la data, gold mine. Voilà, ça revient vraiment sur le devant de la scène. Et il y avait pas mal de boîtes justement qui structuraient leurs propositions de valeur autour de ça, en disant nous, on est là pour vous aider, vous, assureurs, sur ce sujet de la data, pour la capter, l'organiser et la sublimer derrière. Ouais, effectivement, c'était un des gros sujets et j'aime bien ton idée de dire c'est un sujet qui revient. Et je trouve que c'est une bonne manière de clôturer la discussion. Je vois qu'il est 15h, on va pouvoir vous prendre plus de temps, mais on voit qu'il y a d'autres sujets encore à parler parce que celui-là, effectivement, ça résonne avec un truc qu'on entend souvent dans l'assurance qui est l'assurance et de la data. Voilà, ça sera peut-être le prochain live qu'on fera sur ce thème-là ou d'autres. N'hésitez pas, parce que j'ai vu que vous aviez posé encore quelques petites questions là, à la toute fin. En tout cas, je viens juste de les voir apparaître. N'hésitez pas à engager avec nous directement sur les réseaux. On va mettre cette vidéo de toute manière. Elle sera disponible en ligne, peut-être aussi sur ton YouTube, Alexandre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions. Et puis, si on a vraiment beaucoup de questions, bah, écoute, on fera un autre live. Comme ça, on pourra répondre à d'autres questions plus largement. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous. Merci Flo, merci à toutes et tous. À très bientôt. À bientôt.